Bonjour à tous. Donc, comme promis dans la vidéo d'introduction d'analyse de Fourier, je vais faire cette première vidéo hors série où je vais démontrer l'équation de la chaleur. Donc, c'est-à-dire que je vais établir l'équation de la chaleur et, euh, et donc obtenir une dérivée partielle de la température en fonction du temps qui est égale à une dérivée partielle seconde de la température, cette fois-ci en fonction de la position. Donc du coup, on commence. Donc on fait un schéma des situations. Donc c'est-à-dire que pour l'équation de la chaleur, on étudie l'évolution de la propagation de la chaleur lorsqu'on chauffe une barre à l'une des deux extrémités. Voilà. Donc on met une source chaude à l'un des points qu'on va définir le point 0 sur une barre de longueur L, etc. La barre, elle a une masse volumique, elle a également une masse, et elle a un volume qui, dans ce cas-là, c'est la section ds, la section S, fois la longueur de la barre. Donc la longueur de la barre, c'est L moins L0, la valeur absolue de tout ça. Donc ça veut dire que le volume de la barre, c'est S fois L. Très bien. Bien, pour résoudre ce problème, on va faire appel à la thermodynamique. Et aussi, cette barre a une capacité calorifique. Donc c'est-à-dire, elle a un pouvoir de transmettre la chaleur. Par exemple, donc, pour qu'il y ait une élévation de température, il faut qu'il y ait une augmentation de l'agitation des particules. Et donc, la capacité calorifique d'un matériau, c'est sa capacité à agiter ces particules au contact de la chaleur. Voilà. Donc, tout bêtement, c'est ça. Et donc là, on peut prendre une barre n'importe quoi. Ça peut être une barre d'acier, ça peut être une barre en bois, ça peut être etc. etc. D'ailleurs, le bois qui a une capacité calorifique plus faible que l'acier, parce que pour ça, on peut le ressentir très facilement. Lorsque vous prenez votre douche et que vous mettez votre pied qui est nu sur le carrelage, c'est assez froid. Mais lorsque vous allez sur un parquet, là, c'est tout de suite moins froid comparé au carrelage. Donc, c'est comme ça qu'on peut percevoir dans la vie courante la capacité calorifique des objets. Et il y a aussi également, par exemple, si vous mangez une pizza, lorsque vous commencez par manger le fromage, bah vous vous brûlez. Du coup, il vaut mieux commencer par manger la croûte. Voilà. Enfin, si vous la mangez. Et du coup, donc on a toutes les données du problème, et donc on va essayer de résoudre, enfin de déterminer plutôt l'équation de la chaleur. Et donc, euh, on a tout ça, et donc, du coup, on va utiliser la première loi, le premier principe de la thermodynamique. Alors, on ne va pas l'appliquer n'importe comment, on va l'appliquer dans un cadre infinitésimal. Donc, ça veut dire que sur ma barre, je vais couper ma barre d'une toute petite portion dx, distant de l'autre de x plus dx. Donc, on prend un point x, on lui ajoute une longueur dx, la longueur dx est retranscrite par là. Donc, je vais quand même agrandir le schéma parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. La surface, c'est S dx. Donc là, le volume, ça ne va plus être SL. Le volume, ça va être S dx. Voilà. Et donc là, on a le point X et le point X plus dx. Voilà. Et donc, on va écrire le premier principe de la thermodynamique dans le cas infinitésimal. Donc, premier principe thermo.
Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que la variation d'énergie interne, c'est égal à petit delta Q plus petit delta W. Alors, c'est important de comprendre, pour bien comprendre physiquement ce qui se passe, il faut bien comprendre ce que c'est que l'énergie interne. Eh bien, l'énergie interne d'un système, c'est l'énergie qui reste lorsqu'on retire toute, tout ce qui est énergie de translation, de rotation, tout ce qui est énergie extérieure au système. Donc ça peut être tout ce qui est énergie de... Donc c'est l'énergie intrinsèque du système. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on retire toute forme d'autres mouvements, donc c'est-à-dire mouvement de rotation, mouvement de translation, etc. Donc ça c'est l'énergie interne. Donc, et puis après, qu'est-ce que c'est que la chaleur? Eh bien la chaleur, c'est l'énergie, c'est le transfert d'énergie thermique entre deux états de la matière. Donc pour faire simple, pour reprendre l'exemple de ma pizza, lorsque je mange d'abord le fromage, je me brûle. Et donc ce qu'on appellerait chaleur, c'est l'échange qui est commis entre la pizza et ma bouche. Et mon cerveau, après, il a l'information, je me brûle. Donc je recrache et je n'ai plus de goût. Voilà. Et donc du coup, la chaleur, c'est ça, c'est le transfert d'énergie thermique entre eux. Et là, c'est un transfert d'énergie thermique infinitésimal. Donc concrètement, c'est un peu comme il se passe avec ma bouche et la pizza. Dans le sens où, là, imaginons on chauffe là. Là, en fait, c'est la seule chose qui va travailler. Parce que c'est... Imaginez, là, c'est ma bouche. Hop. Là, je mange, miam. Et là, c'est la pizza. Non, plutôt l'inverse. Là, c'est ma bouche. Hop. Et là, c'est la pizza. Et donc là, c'est la pizza. Et là, c'est ma bouche. Et du coup, là, c'est chaud. Là, ça va se réchauffer. Et donc, du coup, c'est ça, la chaleur. C'est ce transfert d'énergie. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'est que la chaleur. Et maintenant, on va déterminer qu'est-ce que c'est la petite variation de W. Alors, W, c'est work. Pourquoi c'est W? Parce que c'est la première lettre du mot work en anglais, qui est le mot travail. Et donc, le travail, c'est l'énergie que l'on soumet lorsqu'on fait travailler la barre. Donc ça veut dire, imaginons, je tords la barre, bah, je lui soumets un travail pour la casser. Et donc, par exemple, pour la casser, même pas pour la casser, pour la tordre, et bien là, je soumettrai un travail à cette barre. Or, dans le cadre de cet exemple de barre qu'on chauffe, on ne va pas s'amuser à bouger la barre, à la tordre, etc. Ça ajouterait des contraintes beaucoup trop compliquées. Et donc, du coup, on va prendre un cas où on va limiter le plus possible, donc on va complètement annuler tout ce qui est travail et on va s'intéresser qu'à la chaleur. Et donc c'est pour ça qu'on va considérer que la petite variation de travail, elle est nulle. Et donc du coup, on obtient juste que la variation d'énergie interne infinitésimale est égale à la variation infinitésimale de la chaleur. Et ça tombe bien parce que, alors on peut un peu le ressentir, mais c'est bien de le connaître, de connaître cette relation quand même. C'est que delta Q, c'est égal à la masse du système fois la capacité calorifique de ce système que le système a en lui, fois la variation de température. Alors je dis qu'on peut le ressentir parce que... Pourquoi est-ce qu'on peut le ressentir? Parce que qu'est-ce qui va être important lorsqu'on va chauffer un objet? Ce qui va être important, c'est bien évidemment sa masse. On pourrait se dire que c'est le volume, etc. Mais non, c'est sa masse. Parce que si on réduit à tout prix le volume, la chaleur va... En fait, peu importe le volume, la chaleur va se transmettre de la même façon. Et donc, la seule chose qui peut faire que, par exemple, si je prends 1 gramme de matière et 1 gramme de la même matière, mais que son volume est différent, si par exemple je prends 1 gramme
j'en sais rien moi, de plomb, et que je fais une bille avec, et que je prenne 1 gramme de plomb et que j'en fais une plaque, bah finalement la chaleur, elle se sera diffusée de la même façon. Et donc du coup, euh, alors que si par exemple, je prends cette fois-ci une bille de 1 kg et une plaque de 1 gramme, je me doute bien que la chaleur va pas se diffuser de la même façon. Ça va être beaucoup plus... l'énergie nécessaire pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour chauffer l'entièreté de la boule de la bille d'1 kg, eh bien, c'est, ça va être du coup 1000 fois plus grand que l'énergie qu'il faut pour chauffer la plaque d'1 gramme. Voilà. Donc on pouvait se douter qu'il y avait de la masse. Ensuite, la capacité, bah, c'est littéralement ce qui fait que les atomes, les particules qui composent notre objet, notre système, a pour propager l'agitation thermique. Et donc l'agitation thermique, donc, pour propager l'agitation thermique. Et enfin, on a la variation de température. Bah, en fait, pour déterminer l'énergie d'un système, donc là, en fait, qu'est-ce que c'est que Q? C'est l'énergie du système transférée. Et donc, pour savoir, pour avoir une information sur l'énergie qu'on a transférée, eh bien, il faut bien se dire que on avait une température initiale, on avait une température à la fin. Si on fait la différence des deux, on va obtenir l'énergie totale qu'on va l'énergie totale qu'on va pardon, l'énergie totale qu'on aura eu besoin à fournir à l'objet pour qu'il puisse s'échauffer. Ok. Donc on aurait pu le sentir, mais ça semble assez compliqué quand même à sentir. Je vous l'accorde. Donc moi je vous le donne directement. Et donc on a cette égalité là. Là aussi, on va définir une autre notion, c'est que la chaleur, lorsqu'elle se propage, eh bien, on va dire, c'est un peu comme si il y avait... imaginons, je suis une personne, je suis une particule de chaleur. Je me déplace le long de cette barre de fer, voilà. Et donc j'ai un mouvement comme ça, hop, j'avance. Et en avançant, du coup, j'agite sur mon passage les particules. Et du coup, je suis un peu en quelque sorte responsable de l'agitation. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler J. Vecteur J. Et donc moi, je vais passer. Donc ça va être moi à J à X T. Et après, ça va être moi à J à X plus dt. Ok. Et donc la variation d'énergie interne, elle peut se mesurer également comme ça. Donc du coup, bah, on va écrire une nouvelle égalité avec la variation d'énergie interne, infinitésimale. du est égal à ce qui rentre. Donc là, c'est moi qui rentre. Et je vais ressortir de toute façon. Donc c'est ce qui rentre. Donc J de X à l'instant T, moins J de X, moins J à X plus dt, en temps T. Donc ça, c'est moi qui suis sorti. Donc au final... Et donc là, on va pouvoir avancer. Alors, là, c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai écrit. Les plus observateurs d'entre vous me diront, mais c'est pas homogène ton truc. C'est pas homogène parce que J, c'est des joules par mètre carré par seconde. Eh bien, vous avez raison. Et ça, c'est des joules. Bah, donc, du coup, on va juste multiplier par la surface de la section fois le temps de parcours. L'été. Hop. Et donc, du coup, là, c'est deux égalités. Et donc, on a M C dt qui est égal à J X T S dt. Bon, je vais laisser en facteur parce que vous allez voir, ça va être sympa. Moins Jx plus dx.
plus t, s dt. Voilà. Donc on a cette égalité là. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la masse volumique de l'objet. Et le volume également. J'ai plus besoin de la première identité thermodynamique puisque on en a tiré une équation satisfaisante qu'on va pouvoir travailler. Et donc du coup, on a toujours la masse fois la capacité fois la différence de température. Et là, il faut connaître les maths. Wow, vous me direz, connaître les maths quand on fait de la physique, c'est absurde, c'est par essence. Parce que on se sert des mathématiques. D'ailleurs, depuis Leibniz et Newton, c'est depuis Leibniz et Newton qu'on utilise les mathématiques de cette façon et l'analyse de cette façon pour faire de la physique. Et donc du coup, qu'est-ce que nous dit les maths concernant lorsqu'on a une fonction, moins une autre fonction, mais l'autre fonction, c'est la même fonction, sauf qu'on lui a rajouté un petit chemin, un petit parcours. Eh bien, ça nous dit que f de x plus dx moins f de x de t, eh bien en fait c'est un taux d'accroissement. C'est un taux d'accroissement multiplié par le petit élément de volume. Donc sur dx, donc le dx, le petit développement élémentaire, et bien ça c'est égal à la dérivée f' de x, et donc on multiplie par dx. Du coup on a la dérivée. Mais là, ça dépend de plusieurs variables. Et bien du coup, une dérivée avec plusieurs variables, ça donne d rond en x dx. Voilà. Et là, l'autre variable, c'est t. Ah ouais, je l'ai déjà mis pour la fonction. Voilà. Et donc du coup, on applique ceci avec notre expression là, et en fait, on a la même chose. Concrètement, on a la même chose. C'est juste la seule chose qui change entre ces deux expressions, c'est que J, c'est que le F, c'est le J, et que on a à la place, au lieu d'avoir F de J de x plus dxt moins J de xt, eh bien, on a l'inverse. En fait, en mathématiques, lorsqu'on prend les... Alors, pas tout le temps, mais lorsque on met une soustraction dans l'autre sens, c'est juste moins le résultat. Donc, pour faire plus concrètement, par exemple, si je fais 2 moins 3, c'est égal à moins 1, et bien si je fais 3 moins 2, c'est égal à 1. Et bien en fait, on a juste changé le signe entre ces deux égalités. Et bien là, il va se passer exactement la même chose. Et donc du coup, on a d rond j qui dépend de x et de t. Ouais, parce que du coup, dérivée de x dx, c'est important, parce que c'est la définition du taux d'accroissement, c'est x qui varie, donc voilà. Et donc du coup, donc là on a notre truc, alors c'est moins s dt, voilà, et c'est fabuleux, on a notre égalité. On a notre nouvelle égalité. Et en plus de ça, on a gagné en prime une dérivée partielle en fonction de la position. Donc, c'est quand même merveilleux. Et donc du coup, on va continuer. Alors on pourrait se dire, le dt là, je te le vois, tu vas vouloir le diviser à gauche et à droite afin qu'on ait dt sur dt et on va être content. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Parce que si on veut faire les choses proprement, il faut définir ce que c'est qu'une différentielle, donc dt. Hop. Donc il faut définir ce que c'est qu'une différentielle. Et en fait, dt, c'est exactement ce qu'on a écrit tout à l'heure. C'est d rond t, étant donné que la température dépend de la position et du temps, t de xt, dt, dt. Et donc si on veut faire le chose proprement, on va réécrire ceci comme... Et surtout que si on met dt sur dt, c'est pas exactement la même chose parce qu'on n'a pas une dérivée partielle. Et donc,
fonction de la position et du temps, dt, dx est égal à moins d rond j x t d rond x dx s dt. Oula. Voilà, dt. Ok. Et donc là, on peut bien évidemment supprimer les dt. Et donc du coup, on a cette égalité-là. Hop. Et là, on peut se dire, mais du coup, comment est-ce qu'on avance? Parce que on a là, on a bien une dérivée partielle en fonction de la position. Là, on a bien une dérivée partielle en fonction du temps. Mais si on se souvient bien dans la vidéo de l'analyse de Fourier, j'avais dit que l'équation de la chaleur était sous la forme un coefficient fois d rond t est égal à d rond carré t d rond x carré. Et là, on en est loin. Surtout que là, on a une dérivée partielle en fonction d'une position, la dérivée partielle en fonction du temps d'une certaine fonction t de x. Donc c'est la fonction qu'on cherche. Mais or, là, on a la dérivée partielle de j et pas de t. Donc du coup, il va falloir qu'on travaille et qu'on utilise une loi physique afin de déterminer comment est-ce qu'on fait pour exprimer j en fonction de t. Et aussi pour que l'expression soit plus jolie, je vais réécrire la masse comme la masse volumique. Donc qu'est-ce que c'est que la masse? Si on exprime m en fonction de la masse volumique, c'est ρ fois b. Car vous savez sûrement que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Voilà. Et donc du coup, on obtient bien que la masse est la masse volumique fois le volume. Ok. Et donc là, qu'est-ce que c'est que la masse volumique? C'est la masse volumique. Et le volume, alors sachant qu'on est dans le cas infinitésimal et non pas dans le cas macroscopique, et bien du coup, c'est ρ fois S dx. Donc ρ fois S dx fois la capacité calorifique T est égal à moins d rond j xt dx fois dx s, et là hop, ça se supprime et il ne nous reste plus que ρ c dt x. Voilà. Donc là on a une belle équation et on peut se dire, mais du coup on a presque terminé, il ne nous reste plus grand chose, mais du coup comment est-ce qu'on fait pour avancer? Et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on exprime J en fonction de la température. Et là, c'est là qu'on voit que Joseph Fourier est un physicien fantastique. Et bien Joseph Fourier, lui, il a une équation. Et ça s'appelle d'ailleurs la loi de Fourier. D'ailleurs, cette forme d'équation, vous allez la trouver partout. Donc je vais la noter. Donc on a J J de x et de t qui est égal à moins k gradient de la température qui dépend du temps et de la position. De la position du temps. Ok. Alors ça c'est loi de Fourier. Je ferai. Donc ça c'est la loi de Fourier. Et donc en fait ça c'est un truc qu'on retrouve dans une constante fois gradient, etc. Par exemple il y a aussi E. Pardon, c'est un vecteur. J est égal à E est égal à moins grade V. Non, pardon. Hop, n'importe quoi. On a E est égal à moins grade V.
par exemple, on a E est égal à moins grade V. Voilà. Et donc là, en fait, on a à peu près la même loi. C'est un peu une loi qui se retrouve un peu dans beaucoup de... Enfin, cette forme de loi, un vecteur qui est égal à une constante fois un gradient, elle est dans beaucoup de... c'est un schéma classique de... alors j'ai pris la norme. C'est un schéma classique de loi physique. Okay. Et donc du coup, on a cette loi-là. Donc ça s'appelle la loi de Fourier. Et donc, qu'est-ce que ça me dit la loi de Fourier? Ça me dit que J est égal à moins K grade de TXT. Très bien. Et bien du coup, le gradient, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est... Alors, je vais pas donner une définition, je vais donner une formule dans ce cas-là. Donc, on est dans un milieu dit cartésien, et donc, non pas la définition, mais je vais donner la formule directement. Donc la formule du gradient dans le cadre cartésien est égale à la dérivée partielle de f x, y, z, dérivée par dérivée x, dérivée partielle de f par rapport à y, dérivée partielle de f par rapport à z, et f est bien évidemment de classe C1. C'est évidemment de classe C1. Voilà. Et donc du coup, là, on a seulement la partie en x qui travaille, et donc du coup, on a seulement, du coup, on peut réécrire que j, hop, j, x, t, c'est égal à moins k, dérivée partielle de t, selon x et de t. Voilà. Et donc, on va pouvoir réinjecter l'expression de j dans l'équation qu'on a trouvée. Donc du coup, moins et moins, ça fait plus. K, c'est une constante, donc du coup on peut la sortir de la dérivée. Et donc cette fois-ci, on a dérivée de t, x, t, dx, dx. Et donc ça, en fait, c'est juste égal à k dérivée seconde de t, x, t, sur la dérivée seconde de la position. Et bien voilà. Donc je vais réécrire proprement les choses, mais bon, vous vous doutez bien que là c'est terminé. Et donc du coup, on a hop, on a plus k dérivée seconde de t, x de t, sur la dérivée seconde de la position notée x. Voilà, j'espère que cette caractérisation de l'équation de la chaleur vous a plu. Voilà. Donc si vous voulez la refaire, n'hésitez pas à la refaire. Si vous avez des questions sur si vous n'avez pas compris certains points, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ou si j'ai fait des erreurs également, n'hésitez pas à me les signaler. Voilà, donc sur ce, passez une bonne soirée, amusez-vous, et on se voit pour une prochaine vidéo, soit une hors-série, soit je pense que la prochaine vidéo va concerner l'introduction à la mécanique quantique, ou alors peut-être que je vais continuer les vidéos sur l'analyse de Fourier. Je ne sais pas encore, mais de toute façon vous verrez bien dans le feed de YouTube de ma chaîne quelle va être la prochaine vidéo. Voilà, donc ça va être un peu de mystère sans trop de mystère, mais je pense que je vais plutôt continuer sur l'analyse de Fourier, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à faire, de rappels à faire, et donc voilà. Donc passez une bonne soirée, et au revoir.